L'émission Carnet de route se place au croisement des cultures chinoises et non chinoises en vous ouvrant les portes d'une Chine multiculturelle. Rubrique tourisme et culture décrypte pour vous les traditions ancestrales et les tendances plus actuelles. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Carnet de route. Je suis Manon. Je vais vous accompagner tout au long du voyage avec mon collègue Rogo. Bonjour Rogo. Bonjour Manon. Et comme d'habitude, aujourd'hui on va partir en voyage. Et quelle est notre destination, Rogo? Oui, aujourd'hui nous entamons une nouvelle série passionnante intitulée Voyage à la découverte des 100 noms des familles. C'est une classification traditionnelle des noms chinois qui remonte à plus de 1000 ans. Très bien. Voyage à la découverte des 100 noms de familles chinoises. Nous allons explorer ou nous explorons l'un des noms les plus prestigieux et le plus répandus, les noms Huang. Le nom Huang, Rogo, ce nom occupe une place particulière dans l'histoire chinoise et je connais beaucoup de personnes, beaucoup de Chinois qui portent le nom Huang. Et pourriez-vous nous expliquer d'abord ce que représentent les 100 noms de famille? Très bien Manon, les Baijiaqi ou 100 noms de famille constituent un texte classique chinois compilé sous la dynastie Song vers l'an 960. Bien qu'intitulé 100 noms, ce recueil en contient en réalité 568 noms de familles différents. En fait, c'est pas seulement 100 noms, c'est beaucoup plus de 100. Voilà. C'était l'un des premiers livres que les enfants chinois apprenaient à lire avec les livres des 3 caractères. Ces textes reflètent la hiérarchie sociale de l'époque. Les noms les plus prestigieux sont classés en premier. D'accord. Et quelle position occupe le nom Huang dans cette classification? Oui, le nom Huang figure dans le top 10 de cette classification, ce qui témoigne de son importance historique considérable. Aujourd'hui encore, avec plus de 30 millions de porteurs dans le monde, c'est l'un des 10 noms de famille les plus répandus en Chine. Cette popularité s'explique par l'ancienneté et la noblesse de ses origines. Et justement, parlons de ses origines. D'où vient exactement le nom Huang? L'origine du nom Huang est fascinante. Elle remonte au tout premier temps de la civilisation chinoise. Vous savez, il existe plusieurs théories, mais la plus acceptée fait remonter ce nom à l'empereur jaune, Huangdi, l'un des souverains mythiques fondateurs de la civilisation chinoise qui aurait régné il y a plus de 4700 ans. Et le caractère Huang signifie jaune, couleur impériale par excellence dans la culture chinoise. Tout à fait, c'est une couleur réservée uniquement aux empereurs. Et cette connexion avec l'empereur jaune est-elle historiquement établie? Oui, c'est une question complexe qui mêle histoire et mythologie. Selon la tradition, l'empereur jaune avait 25 fils, dont plusieurs fondèrent des lignées et des lignées qui portent aujourd'hui le nom Huang. Mais au-delà de la légende, les recherches généalogiques modernes ont identifié plusieurs origines géographiques distinctes pour ces noms de famille, chacune avec sa propre histoire remarquable. Et Rogo, vous nous avez parlé beaucoup de ce nom Huang. Mais si on veut retrouver l'origine de ce nom, où peut-on se rendre? Ou bien, quelles sont les différentes origines géographiques de ce nom? La première et la plus ancienne origine se situe dans la province du Henan, dans la région de l'actuelle ville de Xi'an. C'est là que vivaient les descendants directs de l'empereur jaune selon la tradition. Au centre de la Chine. Oui, donc la deuxième origine importante se trouve dans le Hubei, près de la ville de Wuhan.
où une branche de la famille s'est établie pendant la dynastie Zhou. Enfin, Manon, une troisième origine se situe dans les Jiangxi, Ah, d'accord. où certaines familles Wang se sont installées pendant les grandes migrations vers le sud. D'accord, les 3 provinces où sont rassemblées les personnes qui portent le nom Huang. La province du Henan, la province Hubei, du Hubei et la province du Jiangxi. yes. Et commençons notre voyage par la première origine. Que peut-on découvrir dans le Henan? C'est fascinant pour comprendre les origines du nom Huang. Près de Xi'an, on trouve le mausolée de l'empereur jaune sur le mont Xuanyuan. Ah oui, le mont Xuanyuan. Bien que ce site soit largement reconstruit, il demeure un lieu de pèlerinage important pour les familles Wang du monde entier. D'accord. Chaque année, Manon, lors de la fête de Qiming, des milliers de descendants viennent y honorer leur ancêtre mythique. Ah, d'accord. Et que peut-on voir exactement sur ce site? Bon, le complexe du mausolée s'étend sur plusieurs hectares et comprend le tombeau principal de l'empereur jaune, entouré de stèles commémoratives érigées par différentes branches de la famille Wang au fil des siècles. D'accord. Et ce qui m'a le plus impressionné lors de ma visite, c'est la forêt des stèles Wang, où sont bien entendu gravées les généalogies des centaines de lignées familiales remontant parfois à plus de 1000 ans. Ah, ces généalogies sont-elles fiables historiquement? Ah, c'est une question qui taraude encore les esprits. Bon, les généalogies chinoises mêlent souvent éléments historiques avérés et traditions familiales. Mais ce qui est remarquable, Manon, c'est la continuité de ces traditions orales et écrites sur plus de 2 millénaires. Toutes les connexions, je voulais dire, toutes les connexions avec l'empereur jaune ne peuvent être prouvées scientifiquement. Ces généalogies constituent un témoignage unique sur l'histoire sociale et les migrations des populations chinoises. Ah, d'accord, c'est comme ça. Et y a-t-il d'autres sites importants dans le Henan qui sont liés Oui, il faut visiter par exemple les temples ancestrales de Wang à Huangshan, une ville dont le nom même évoque cette lignée familiale. Ces temples reconstruits sous la dynastie Ming abrite une collection exceptionnelle de tablettes ancestrales et de documents généalogiques. Mais ce qui rend ces lieux vraiment spécial, Manon, c'est qu'il continue de fonctionner comme un centre communautaire pour les familles Wang de la région. D'accord. Et comment fonctionne ce centre communautaire? Bon, les temples organisent régulièrement des cérémonies ancestrales, des rencontres généalogiques et des festivals culturels. Et Hugo, si jamais vous avez des expériences là-dessus pour partager avec nous? Et moi, j'ai eu la chance d'assister à une cérémonie d'automne où plus de 300 familles Wang se sont rassemblées pour honorer leurs ancêtres. Cela prouve que comment ces traditions millénaires continuent de souder les communautés familiales. Bon, si vous voulez retrouver l'origine de ce nom Huang dans la province du Henan, on vous a déjà présenté les sites principaux et ensuite on va se rendre dans la province du Hubei. Dirigeons-nous maintenant vers le Hubei, la deuxième province où sont rassemblés le nom Wang. Qu'en découvre-t-on? Oui, le Hubei recèle des trésors pour l'histoire du nom Huang. La région Huanggang, près de Wuhan, tire son nom d'une célèbre famille Huang qui s'est établie pendant la dynastie Zhou occidentale. Et là, il y a environ 3000 ans. Voilà. Donc cette branche de la famille a joué un rôle crucial dans l'histoire politique et culturelle de la Chine ancienne. Pouvez-vous nous parler de figures historiques importantes de cette lignée?
des figures importantes, vous voulez dire, parler plutôt de cette lignée. Oui, de cette famille, comme vous dites que cette lignée, famille joue un rôle important la lignée Wang. dans l'histoire politique. Oui, bien sûr. Donc, l'une des figures les plus remarquables est Huang Xie, également connu sous le nom de Lord Chuzhen, qui vécut au IIIe siècle avant notre ère pendant la période des royaumes combattants. Il était l'un des 4 grands lords, des 4 grands lords de son époque et gouvernait le royaume de Chu. Tout à fait. Sa résidence ancestrale, près de l'actuel Wuhan, a été transformée en musée qui retrace l'histoire de cette branche illustre de la famille Huang. Oui. Dans l'Antiquité, le Wuhan se trouve dans le royaume de Chu lors de l'époque combattante. Et que peut-on voir dans ce musée? Oui, le musée de Huang Xie est absolument remarquable, Manon, car il conserve des bronzes rituels de la famille, des sceaux officiels et surtout une collection unique des jades généalogiques. Des plaques de jade gravées des noms des ancêtres, transmises de génération en génération. Ces objets, Manon, témoignent du raffinement et du statut élevé de cette lignée dans la Chine antique. Ah, d'accord. Et y a-t-il d'autres personnalités importantes de cette région? Oui, il faut mentionner Huang Qingzhan. C'est l'un des plus grands poètes et calligraphes de la dynastie Song, originaire du Szechuan, dans le Hubei. D'accord. Voilà. Il était l'un des 4 maîtres de Sumen, le cercle des disciples du célèbre Su Dongpo. Ah, d'accord. Sa maison natale, magnifiquement préservée, abrite aujourd'hui un centre d'études sur la poésie et la calligraphie Song. Ah, d'accord. Su Dongpo, c'est un poète très célèbre de la dynastie des Song. Comment sa maison reflète-t-elle son génie artistique? Oui, la maison de Huang Qingzhan est conçue comme un poème architectural. Chaque pavillon porte le nom d'un de ses poèmes célèbres. Ah, c'est comme ça. Son atelier de calligraphie conserve ses pinceaux et ses pierres à encre. Mais ce qui m'a le plus touché ou intrigué, c'est son jardin de bambou. Pourquoi? Huang Qingzhan était surnommé le maître des bambous pour sa poésie évoquant ces plantes qu'il aimait tant. C'est normal, les intellectuels de son époque attachent pour la plupart une grande importance à cette plante. Et je pense que c'est tout pour la province du Hubei en ce qui concerne le nom Huang. Et parlons maintenant du Jiangxi, la 3e province. Et quelle est l'histoire des Huang dans cette province, Rocco? Bon, les Jiangxi représentent un chapitre fascinant de l'histoire du nom Huang. C'est là que s'est développée l'une des branches les plus influentes de cette famille pendant les dynasties Tang et Song. La région de Nanchang et de Fencheng a vu naître plusieurs générations de lettrés, de poètes et d'hommes d'État portant le nom Huang. Quelles sont les figures les plus marquantes de cette lignée? Oui, je dois mentionner Huang Luzhou. C'est un éminent philosophe néo-confucéen du XIIIe siècle, contemporain de Zhuji. Sa pensée a profondément influencé l'éducation en Chine. Sa résidence à Fenchang abrite aujourd'hui l'une des plus belles bibliothèques d'ouvrages philosophiques anciens de Chine. Mais la personnalité la plus fascinante est sans doute Wang Gongwang, le grand peintre paysagiste de la dynastie Yuan. Ah, d'accord. Et Huang Gongwang est-il vraiment du Jiangxi? Oui, c'est une excellente question, cher Manon. Wang Gongwang était né dans les Jiangsu. Mais... Oui, si je ne me trompe pas. Oui, mais ses racines familiales remontaient
au Jiangxi. Ah, c'est comme ça. Oui, il a d'ailleurs passé plusieurs années de sa jeunesse dans la résidence ancestrale de sa famille près de Nanchang. Cette demeure conserve encore plusieurs de ses œuvres de jeunesse et témoigne de la formation artistique qu'il y a reçue. D'accord. Et comment ces différentes branches familiales ont-elles maintenu leur lien à travers les siècles? Oui, c'est là que réside toute la fascination du système généalogique chinois. Malgré les distances géographiques et le bouleversement politique, les différentes branches de la famille Huang ont maintenu des liens étroits grâce à un système sophistiqué de correspondance familiale et de réunions périodiques. Cette branche tenait des chroniques familiales détaillées qui étaient régulièrement échangées. Et Hugo, vous nous avez parlé beaucoup des cérémonies, des traditions qui permettent aux personnes qui portent le nom Huang de rendre hommage à leurs ancêtres. Alors, est-ce que ces traditions existent-elles encore aujourd'hui? Absolument, il existe aujourd'hui une association mondiale de la famille Huang qui organise tous les 3 ans un grand rassemblement international. Et j'ai eu la chance d'assister à celui de 2019 qui s'est tenu à Taïwan et a réuni plus de 10 000 participants venus du monde entier. C'était extraordinaire de voir cette solidarité familiale qui transcende les frontières nationales et politiques. Tout à fait. Et comment se déroulent ces rassemblements? Ces événements maintenant durent plusieurs jours et mêlent cérémonies traditionnelles et activités modernes. Il y a d'abord la grande cérémonie d'hommage aux ancêtres, puis des conférences sur l'histoire familiale, des expositions de trésors généalogiques et même des activités pour les jeunes générations afin de maintenir leur attachement aux traditions familiales. Pour que cette tradition se transmette de génération en génération. Et parlons des migrations. Comment le nom Huang s'est-il répandu hors de Chine? Oui, ces événements, excusez-moi plutôt, vous parlez de l'expansion du nom Huang à travers la Chine. Tout à fait. Oui, donc, et cette expansion, vous devez comprendre que ça suit les grandes vagues de migration chinoise. Dès la dynastie Tang, des familles Huang se sont installées en Corée et au Vietnam. D'accord. Plus tard, au 19e et 20e siècle, les migrations vers l'Asie du Sud-Est, l'Amérique et l'Europe ont disséminé ces noms sur tous les continents. Aujourd'hui, on trouve des communautés Huang importantes en Malaisie, Singapour, aux Philippines, en Thaïlande, aux États-Unis et en Europe. Partout dans le monde. Oui, partout dans le monde, bref. Ces communautés diasporiques conservent-elles leurs traditions? C'est remarquable de voir comment ces traditions se perpétuent. À Singapour, par exemple, les temples Huang Clan abritent un centre généalogique qui aide les familles à retracer leurs origines. En Californie, l'association des familles Huang organise chaque année un festival culturel qui attire des milliers de participants. Et je pense que ces communautés jouent un rôle crucial dans la préservation et la transmission des traditions familiales de ce nom hors de la Chine. Bon, faute de temps, on doit s'arrêter là et dans l'émission prochaine, on va continuer à retracer les origines du nom Huang. Merci Rocco et merci à tous.